Alors voilà, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de crowdfunding, surtout avec une personne, Jeremy Sengen, ici avec moi, qui a réussi une campagne de crowdfunding, donc ça c'est vraiment essentiel. Je pense qu'on peut interviewer des gens qui ont échoué une campagne, mais je pense que c'est un petit peu plus productif. Tu vas pas te faire que des amis. De faire une interview d'une personne qui en a réussi une, donc super. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Et si vous aimez les contenus qui sont proposés, je vous invite à tapoter sur la petite tête de robot qui se trouve ici, afin d'être notifié à chaque fois qu'il y a un nouveau contenu intéressant, j'espère. Alors, donc vous l'aurez compris, on a affaire à Jeremy Sengen qui va se présenter rapidement. Donc, je t'en prie. Alors moi, je suis Jeremy Sengen, j'ai 41 ans, designer depuis 15 ans, designer indépendant. Et là, maintenant, ça fait 2 ans et demi que j'ai lancé ma marque de montres, qu'elle existe réellement avec mon associé Philippe Curatelet, il faut que je le mentionne quand même. Et là, la marque, elle a 5 mois. À peu près 5 mois, et puis on s'est lancé sur une plateforme participative qui s'appelle c'est un système de crowdfunding, donc le Kickstarter, et c'est un peu le sujet du jour. Ok, voilà. Kickstarter, donc la plus connue en fait. C'est une plateforme américaine et c'est la plus connue. Ouais. C'est celle qui a le plus de visibilité, celle qui a le plus de moyens aussi de te permettre d'aboutir à un projet, de le concrétiser dans tes projets. Ouais. Ok. Donc pourquoi le crowdfunding et pourquoi pas je dirais un chemin traditionnel, voilà. Alors ça peut être une recherche d'un investisseur ou... Ouais. Alors non, la question s'est pas trop posée parce que on a surfé un peu sur cette vague. Moi j'ai quand même un bureau de design depuis maintenant 10 ans, 11 ans. Mon associé Philippe, lui, il tient un hôtel et 2 bars. Donc nous on n'avait pas un temps à dédier totalement à ce projet-là. On s'est rencontrés, on avait envie de faire une marque de montre, de lancer quelque chose de nouveau. Enfin, lui, il avait vraiment cet impulse. Moi, au début, je l'ai soutenu, puis après, le projet a pris forme et on s'est dit, bon, maintenant, comment on le formalise? Parce que c'est ça le plus important. Si tu as une idée, il faut toujours essayer de la formaliser. Et puis, on a entendu parler de ça via son frère. On a dit, mais écoutez, il y a un système qui pourrait être vraiment bien pour valider le projet. Nous, on a vu ça plutôt une façon de valider notre projet. Parce que les fonds, ni lui ni moi, on avait envie vraiment d'aller voir une banque pour dire tiens, on va lever 1 million. On avait d'autres soucis à côté dans nos vies propres. Donc on n'allait pas se remettre un truc, se dire tiens, on va lever 1 million. Et puis au début, c'était vraiment une idée. Et puis le crowdfunding nous a permis d'aboutir ce truc, de se dire on n'est pas obligé de lever de l'argent. Et puis on pourrait toucher direct vraiment une communauté pour voir si notre projet il tient la route ou pas, quoi. Parce que le plus important, c'est quand même le client final qui décide à la fin si ton truc ou ton idée que toi tu trouves géniale, parce que c'est toi qui l'as fait, elle est validée par le plus grand nombre, quoi. Donc c'était vraiment aller rechercher une validation et puis assez simple, hein, parce qu'au début, alors on pensait que c'était simple, mais je pense que ça va être une autre de tes questions. Oui, justement. Mais surtout, ça permet aussi de constituer une espèce de communauté de futurs acheteurs, parce que c'est un peu le principe du crowdfunding. À la fin de compte, c'est plus que participatif, c'est de l'achat direct, parce que les gens, je dirais la seule contrainte pour nous, c'est que tu dois quand même attirer un peu la personne, et donc tu proposes un prix canon, tu proposes un système aussi, un visuel qui est assez sympa, c'est tout ce qui se passe sur Facebook, parce qu'il y a une pré-campagne Kickstarter, donc tu dois créer une communauté. L'idéal, nous on a un peu pêché là-dessus, mais l'idéal c'est de faire 6 mois de pré-campagne Kickstarter où tu crées ton site, tu crées ton nom, tu commences à faire des prototypes, parce que ce que tu devras montrer c'est quand même des prototypes fonctionnels. Les gens ils doivent voir ce qu'ils vont acheter, tu ne peux pas juste faire de la 3D. Donc à la fin de compte, on s'est rendu compte qu'on est arrivé en fin de parcours avec une montre, quoi. Une marque de montre, Montfort Watches, une charte graphique, du packaging, penser à la distribution, hein. Donc à la fin, l'idée de début a abouti quand même à une marque de montre, quoi. Ouais. Mais et puis pour ça, c'est vrai que l'avant, moi je suis sur Facebook, alors je l'avoue en toute humilité, je suis sur Facebook depuis 6 mois. Et c'est vrai que moi, j'avais pas cette approche des réseaux sociaux, clairement, pour mon studio de design, 7h38. Ouais. J'étais vraiment pas dans moi, c'était vraiment le côté feutré de l'horlogerie où on dit rien, on se met pas trop en avant. Tout est caché. Et tout est caché. Et puis là, je suis arrivé dans un univers où justement, il faut tout dévoiler, il faut montrer les vidéos. Même, voilà. Exactement. Les plans. Exactement. Donc, tu montres les sketchs, tu montres l'usine qui fabrique les montres, tu montres les gars qui vont faire on a un durcissement sur l'acier, on a
un cadran en 3D, donc tu dois expliquer aux gens. Il y a un retour, ça, et moi par contre ça j'ai trouvé super intéressant, c'est que les gens participent au projet. Ils font un feedback et ils disent voilà. ouais franchement mets le cadran bleu, ça va tout péter, voilà. plutôt que ton cadran jaune qui sert à rien, etc. Donc, dommage, il était jaune ou bien le cadran. Non, non. Mais c'est pour ça que je dis que ça remet l'humain un peu au milieu du truc, du projet, et ça c'était intéressant, ça on l'avait pas vu comme ça, mais d'un coup tu te retrouves avec Facebook, tu as 6000 personnes ou 7000 personnes qui te suivent. Sur Kickstarter, ils étaient 200, il y a eu 240 personnes qui ont acheté la montre. Hein. Ah oui, quand donc, même. on devait lever 80 000 francs, on a levé 250 000 francs à peu près. Voilà. Donc après, c'est vraiment. Et puis, comme ces gens ont investi, parce que c'était quand même une somme, c'était entre 800 et 1000 francs, c'est quand même une somme, les gens se sentent quand même dans le projet. Et ça, c'est super intéressant. Parce qu'ils sont engagés, ils ont dépensé, ils sont engagés. Ouais. Et donc, ils te suivent, ils te font la promotion, du coup. Parce exactement. Ils sont un peu comme co-actionnaires, finalement. Parce qu'ils voient pas oui, et puis c'est nos meilleurs ambassadeurs. Moi, je pense que c'est vraiment nos meilleurs ambassadeurs. Parce qu'une personne qui croit en un projet sans l'avoir vu, sans avoir touché, maintenant, on achète beaucoup de choses. Le consommateur a changé sa façon de consommer. On consomme beaucoup via Internet. Ouais. Il y a 10 ans, acheter un voyage, on avait peur, ou 20 ans, peut-être on avait peur de mettre notre carte de crédit. Maintenant, c'est tellement naturel. Ouais. Moi, j'ai même mes enfants, des fois, qui empruntent ma carte. Je dis non, attends. Ouais, ça ne me vient même pas l'idée de payer un voyage avec du cash. Quoi. Ouais, exactement. Donc, on s'est rendu compte qu'il y a quand même des choses qui étaient. Et ce Kickstarter, ces gens qui ont fondé ça, c'était vraiment des gens qui avaient un petit coup d'avance, parce que c'est vrai c'est une alternative à plein de gens qui ont des idées et puis qui peuvent les mettre en place assez facilement. Et déjà, nous, on sait que maintenant, on a 300 personnes qui sont nos clients. Ouais. Et ça compte, il y a 35%, un peu, c'était la Suisse, mais tous les autres, le Brésil, Singapour, Hong Kong, on a en Australie aussi un gars, à La Réunion. Ces gens-là, on ne les aurait jamais touchés, via même en mettant 100 000 sur la table pour une campagne marketing incroyable. Surtout la lenteur, parce que tu vas passer, moi je ne suis pas un spécialiste de la conception de montre, mais je pense que tu en as pour plusieurs années, pour concrétiser les dessins, convaincre les gens, starter avec l'investisseur, produire la montre, et puis ensuite, seulement après ça, tu commences tout d'un coup à te dire, allez, on la vend, quoi. On essaye que ça marche. Puis là, tu n'as aucun feedback marché, tu sais même pas si ton truc, ça va pas te rester dans l'usine. Non, puis on s'est retrouvé à des endroits complètement incroyables, relayés, alors ça c'est la magie des réseaux sociaux, relayés sur des pages de gars qui étaient là, qui ont aimé le truc, aimé aussi a priori nos têtes, de gars qui se lançaient un peu comme ça, et puis en toute humilité pour se dire nous on a une idée, on aimerait bien la mettre en place, et ça plaît aussi. Je pense qu'il y a, je dis pas que les marques horlogères ont perdu un peu le contact avec leurs clients, mais un petit peu, nous c'est beaucoup plus fun et plus sympa et plus humain ce côté Kickstarter où tu vois qui fait quoi, tu connais ton produit, tu sais ce que tu achètes, et puis tu reçois un truc. Et puis il y a aussi le côté où tu reçois quelque chose d'assez exclusif, parce qu'on va en faire, là on est en production de 400 pièces, puis on va faire chaque fois des séries un peu limitées, personnalisées. Donc c'est un objet unique où tu peux raconter une histoire. C'est pas l'histoire de la marque, tu t'appropries ton histoire. Tu dis moi ces gars-là je les ai soutenus sur un Kickstarter. T'es pas obligé de dire oui c'est une marque qui est là depuis 1678, c'est les artisans. Non, c'est une autre histoire, c'est pas comparable, mais c'est une autre histoire, et je pense ça plaît aux gens. Moi je me suis rendu compte que les gens aimaient bien raconter aussi l'histoire de pourquoi ils ont fait cet achat, et donc moi je trouvais ça assez sympa, quoi. Donc là, c'est quand même vraiment basé, de ce côté-là, quand on fait une campagne Kickstarter, c'est très basé sur la confiance. Donc tu as intérêt d'avoir quand même un petit background dans le milieu. Tu peux pas tellement débarquer comme ça, surtout dans l'horlogerie, je pense en plus. Tu débarques comme ça de nulle part, tu sors de l'école et tu lances une marque de montre. Je pense que c'est plus difficile, évidemment, que quand tu as un super background de designer, que tu as produit plein de montres. Alors moi j'ai adhéré à cette aventure parce que Philippe, mon associé, lui il avait c'est pas péjoratif ce que je dis, il avait un côté, il connaissait pas du tout ce milieu-là, mais ça l'intéressait, et il avait un regard super frais sur ça. Et moi, c'est pour ça que ça m'a convaincu, parce que de travailler toujours quand la roue elle tourne toujours dans le même sens, c'est un peu embêtant. Et on avait cet aspect aussi où son frère, nous a beaucoup aidé aussi. Il est dans l'aventure aussi. Et comme c'est son frère, il y a un côté. On parle toujours d'humain et de contact, mais ça marche comme ça, quoi. Et il y a eu cet aspect où on a pu introduire aussi des technologies qui n'avaient rien à voir avec l'horlogerie. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait la force un peu de ce projet. Quand on raconte une histoire aux gens, il faut y croire soi-même déjà, ça c'est super important, et puis il faut leur amener vraiment quelque chose. Nous c'était notre parti pris de se dire on va faire une montre Swiss made, ça c'est Philippe, il m'a dit moi si je fais une montre c'est une montre Swiss made, je suis un gars d'ici, je veux vraiment voir ce que ça veut dire faire une montre Swiss made. Donc on dit ok, ça va inclure des coûts supplémentaires, mais au moins on pourra dire aux gens voilà c'est un produit horloger. Donc on avait 2-3 quand même
On n'avait pas une grosse stratégie, hein, soyons très clairs, mais on avait 2-3 points qui étaient importants pour nous. Le SwissMade, la technologie, parce qu'à l'heure actuelle, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les montres. C'est le seul bijou de l'homme, mais en termes d'heures, on a des Natel et tout, donc il faut amener un peu autre chose. Donc, il y avait... Exact. Ouais. Et puis moi, j'ai amené mon expérience un peu de designer horloger et on s'est retrouvé aussi sur la montagne, un truc assez barjot parce qu'on s'est rencontré autour d'une bière avec Philippe, d'abord, de quelques bières, on va dire. Et puis la montagne aussi, parce que lui il skie en Valais, région de Suisse, chère à mon cœur. Moi je suis valaisan, donc voilà. Et d'où le nom Montfort de la montre. Et puis on a tourné autour de ça. Et il y avait des valeurs comme ça. On s'est dit tiens c'est marrant, la force de la montagne, le relief de la montagne. Les symboles, n'oubliez pas les symboles. Ouais, ça c'est sûr. Alors, nous on voit qu'on est assez cohérent quand on parle avec les gens de notre projet, de se dire voilà c'est un projet de deux mecs. Fans de montagne, mais le côté un peu de la force de la montagne. On skie beaucoup, voilà. Okay. Après, on est un peu des geeks aussi. Moi, un peu moins que Philippe, clairement. Mais lui, c'est un gros geek. Hein, lui, je pense que les gens qui regardent la chaîne habituellement auront peut-être fait l'observation. Hein. Mais donc, on a essayé de mélanger ces univers et ça s'est bien matché, quoi. Alors voilà. Donc, merci pour ces explications. Je pense que les gens sont à l'écoute. C'est vraiment un sujet qui est super passionnant, en tout cas pour moi. Donc maintenant on va s'intéresser à évidemment la première question la plus importante, c'est comment on commence correctement pour se mettre un maximum de chances de son côté. On a déjà eu quelques petites intentions plus tôt, mais là j'aimerais que tu nous fasses rentrer vraiment dans le vif du sujet, qu'on sache comment on gagne une campagne de Kickstarter ou de crowdfunding. Alors, je pense qu'il faut, comme on a dit, il faut vraiment avoir une vision globale du truc. Nous, au début, c'était un peu amateur. Je pense qu'il faut avoir cet aspect un peu frais aussi, parce que sinon, ça ne va pas. Et puis, à un moment donné, il faut se rendre compte que d'avoir le produit en soi, ce n'est pas un tout, quoi. Nous, on pensait avoir fait le plus dur en ayant produit la montre. Les premiers, on avait 9 prototypes. On s'est dit, waouh, c'est top, on a les montres, voilà. Et après, on s'est un petit peu renseigné. Il y a des gens qui nous ont aussi aidés. On a été voir sur Internet et on s'est rendu compte qu'on s'est dit, oulala, ouais. Il y a quand même toute une façon, Kickstarter c'est top, hein, c'est une super plateforme, mais il y a des milliers de projets. Les projets horlogers, je crois qu'il y en a 2-3 par jour qui sortent, donc c'est vraiment un truc de... Ah ouais, 2-3 par jour, c'est ça, c'est assez sport, quoi. Et puis on s'est dit, bon, après il y a tous les prix, hein. Et nous on savait qu'on avait un prix aussi qui était assez élevé pour le Kickstarter. On s'est dit, donc nous, voilà, à un moment donné on s'est dit, comment on va faire pour... Donc on a créé une page Facebook, clairement, pour mettre tous nos moyens de notre côté. Et puis le truc c'était de rassembler une communauté, de se dire vraiment il faut qu'il y ait des gens qui nous suivent du début jusqu'à arriver à cette campagne Kickstarter pour nous dire voilà, le projet est lancé, donc il y a toute une préparation qui a été mise en place. Puis ça après on s'est dit bon alors qu'est-ce qui découle de ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on s'est dit il faut faire des vidéos, un peu comme tu le fais toi. Donc on a engagé une équipe, la Société d'écran, Alex et Olivier, qui nous ont vraiment aider et puis à un niveau professionnel, hein, parce que le côté un peu deux mecs sympas dans leur garage qui font un truc, ça c'est bien, mais ça marche plus, quoi. Ça c'est vraiment un petit peu ça a perdu un peu de sa saveur, mais ça s'est un peu professionnalisé quand même, clairement. Ça s'est fini avec l'aventure de Steve Jobs, peut-être. Ouais, ça je pense que lui il a bien fait de le faire à une certaine époque. Et puis voilà, nous on a dû faire appel à des pros, et c'est vrai que Société d'écran à Lausanne nous a vraiment c'était des caméras, un sujet. On a essayé, nous on pouvait pas tricher, donc on parlait de choses naturellement, mais il a fallu mettre en place toute cette structure, faire des storytelling, s'adresser à des gens. On a des compétences en interne, mais pas toutes, quoi. C'est là que tu te rends compte qu'il faut... De toute façon, l'horlogerie, c'est un métier où tu dois travailler avec les autres. Ça, c'est évident, parce que la personne qui fait les aiguilles, la personne qui fait le bracelet, c'est vraiment... Tu montes une équipe. On a dû aussi faire des partenariats. Dire aux gens c'est un projet Kickstarter, expliquer la démarche, on pourra peut-être pas payer tout de suite, comment on fait, et à notre grand étonnement beaucoup de gens ont joué le jeu parce que la démarche était assez sincère, et puis après on a tenu nos promesses, quoi. Les gens qui nous ont fait confiance, on a commandé chez eux, on a dit voilà tu vois les boîtes, tu nous as fait 10 protos, maintenant on t'en commande 400, quoi. C'est pas 10 000 mais c'est 400, c'est un certain montant, et puis donc on a joué le jeu, mais tout le monde a joué le jeu, que ça va du caméraman au photographe qui a fait les premiers shootings de nos montres. Il a dit ok les gars, je vous fais un super prix. Jérôme Boudry là, à Lausanne, pareil. Je me suis rendu compte qu'il y avait des compétences aussi incroyables à Lausanne, parce qu'on a essayé de chercher à gauche, à droite, et puis en fin de compte on s'est rendu compte que beaucoup de choses étaient à Lausanne, quoi. On a toujours cette tendance à se dire c'est sûrement mieux ailleurs, mais on est quand même assez bien équipé, sur le... Oui, et puis des petites équipes, je ne vais pas à chaque fois parler de ce côté humain, mais c'est ça, on échange, il
il y a un feeling qui se passe, les gens croient au projet. Et puis après, c'est comme toujours, après on peut promettre plein de choses, mais on a essayé d'être honnête, de dire nous, si ça marche bien, on a fait un event au Montfort, et ben on a fait revenir le caméraman. Je n'ai pas pu venir. Ouais, alors bravo. Bah, c'était incroyable, c'est vraiment incroyable. Mais ça, c'est le côté aussi Kickstarter qui est assez frais, quoi. Où on se prend pas trop la tête, on n'est pas une multinationale, on est deux gars assez simples, on a des enfants, un boulot à côté, les problèmes de monsieur tout le monde, et puis on avance comme ça, quoi. Mais ça marche comment donc avec Kickstarter, c'est un peu comme Instagram, tu as des messages qui viennent, des gens qui ont financé, donc tu dois communiquer avec eux. Est-ce que c'est visible publiquement ou les mecs qui t'envoient des messages comme ça? Non, alors il y a deux choses. Il y a la page d'accueil où tu peux vraiment, il y a une actualité qu'on tient, parce qu'il faut tenir les gens en haleine. Nous, on avait un système en fait qui est assez sympa, c'est que chaque fois que tu atteins un but, tu dois atteindre 80 000 francs, c'était notre but, de lever 80 000 francs. Si tu les atteins pas, tu n'es pas payé. Ça, c'est l'autre truc. Donc il faut atteindre ce but-là, mais disons que tout le monde est refondé. Voilà, exactement. Ouais. D'accord. Et si tu atteins 80 000 francs, tu dis les gars, bravo, on a atteint 80 000 francs, on vous offre un deuxième bracelet. Nous, c'était ça. On a commencé par un deuxième bracelet. Après, on a proposé d'offrir un cadran de couleur aussi. Après, il y avait un bracelet en caoutchouc. Et puis à un moment donné, on a même fait un bracelet connecté avec Samsung. Ça, c'était un truc de fou. Ce projet, c'est pour ça que je dis, il y a plein de choses qui sont arrivées parce que les gens nous ont vus via la plateforme. Ils nous ont dit, mais nous, c'est intéressant, est-ce qu'on pourrait se voir pour faire une espèce de deal? Et puis là, c'est la société SmartLink à Genève qui est venu nous voir et dit, mais nous, on a des montres connectées avec Samsung, mais on n'a pas de montre mécanique. Donc on pourrait mettre une puce. L'idée, c'est de mettre une puce dans le bracelet puis que tu puisses payer avec ton bracelet. Au moins ça, ouais, d'accord. Ouais. Donc voilà, on a eu plein d'opportunités qui sont offertes à nous que tu n'aurais peut-être pas eu via une autre plateforme ou via une banque. Parce qu'une banque, c'est à la fin, c'est que de l'argent. C'est pas, ils s'en foutent complètement. Ils ne te donnent pas de la ressource, ils ne te donnent pas des possibilités qu'un Kickstarter. Tu entretiens. Il y a des gens aussi qui sont proposés, pour revenir à ta question, qui sont venus des clients, mais qui sont aussi, nous ont proposé de nous représenter dans leur pays. Ils ont dit, les gars, moi je vous ai acheté 2 montres, mais je pense bien que vous n'êtes pas présent au Vietnam. Exact. Il a dit, non, on n'est pas du tout. Ouais. Donc c'était super intéressant. On a 3-4 personnes comme ça, des profils un peu où les gens, c'est pas des opportunistes, c'est vraiment des gens qui sont dans cette mouvance, qui ont envie d'aider. Puis bien sûr, tu les rémunères à hauteur de leur vente ou des choses comme ça. Et toi, c'est vraiment intéressant parce que tu dis, le gars il connaît le projet, il est dedans depuis le début. Ça l'a percuté et puis il dit moi ça m'intéresse de peut-être de faire ça aussi comme vous à 20-30% et puis de vous peut-être aller voir 2-3 distributeurs puis de vous implanter comme ça. Donc il y a ce côté très communauté qui en fait qui est complètement à l'opposé de marque horlogère classique où c'est vraiment la marque est issue d'une communauté, la communauté fait vivre la marque et tout se relaie par la communauté et les réseaux sociaux, quoi. Ok, super. Comme ça, juste rapidement, sans que ce soit vraiment une des questions, mais c'est dans quelle région que tu as le plus vendu? C'est en Suisse. Évidemment. Ma mère en a acheté 100. D'accord, ok. Ouais. Non, mais c'est en Suisse. Parce qu'on a fait, il faut mettre toutes les chances de côté, donc on revient à l'organisation de ce Kickstarter. Nous, on a organisé un event le jour où l'idée c'était on lançait le Kickstarter le 17 novembre, et l'idée c'était d'avoir visuellement, schématiquement un gros bouton rouge, puis on dit voilà, la campagne part maintenant. Puis on a invité plein de gens lors de l'event à Nyon, il y avait 120 personnes, et puis on nous a dit en 3 jours il faut atteindre la somme, quoi. Si on veut vraiment réussir un Kickstarter. Donc c'est super chaud, parce qu'on dit 3 jours. Ah ouais, d'accord. Ouais, il y a des règles, c'est pas des règles, mais c'est des statistiques plutôt. Parce que sur Kickstarter, il y a des projets quand même à l'échelle du mois, voire plus. Ouais, nous on a fait 30 jours. 30 jours, tu peux faire 2 mois. Nous, on s'est dit 30 jours. Hyper chaud, quoi. Ouais, on était en période de Noël aussi, donc tu achètes pas forcément un cadeau que tu n'auras pas pour ton Noël, tu vois. Mais on a fait venir des gens, alors on a fait venir la famille, il y avait des journalistes, il y avait nos fournisseurs. On voulait remercier via cet événement, cette fête, parce qu'on a fait vraiment la fête. On a pu présenter aussi les montres aux gens. On avait un système, on avait pris des cailloux, on avait les displays les moins chers de la planète, mais qui étaient très beaux. En fait, on avait pris des cailloux du Montfort. On avait percé, mis un support et mis la montre dessus. Parce que ce côté où tu peux pas toucher l'objet, l'horlogerie, c'est très feutré. Il y a toujours une vitrine, tu oses à peine demander le prix à la dame. Voilà. Nous, on s'est dit, voilà, allez-y, quoi. Nous, prenez-vous en photo, envoyez sur exactement. Oui, c'est vraiment ça. Je pense c'est un truc que j'ai dû apprendre, me forcer à pas être trop timide, se dire, voilà, moi je suis là parce qu'il y a des gens qui m'ont fait confiance et il faut y aller, quoi. Et puis on a vu, alors là, on a fait. Le soir même, on a fait 40 000 francs. Après, en boule de neige, en 3 jours, on a atteint les 80 000. C'était fou, quoi.
Et puis d'un coup, chaque soir, il y avait, je sais pas, 30-40 mails qui arrivaient sur Contact at Montfort, sur le Kickstarter, il fallait répondre. Et ouais, là, il faut répondre tout de suite, quoi. Oui, et puis, et puis ça, c'est. Ils attendent qu'il y ait de la réponse. Ah oui, et puis il y a eu des modifications, il y a des gens qui trouvaient que le logo. Quoi. Ouais, alors vraiment, et j'ai appris mon anglais aussi, là, je me suis remis à l'anglais. Mis à jour, ouais, parce que là, j'étais anglais school, c'était pas bon. Mais non, moi j'adore ça. Moi j'adore parler aux gens, échanger. J'ai jamais eu ça, si tu veux. Quand je travaillais dans l'horlogerie, je travaillais avec un chef de produit, avec un big boss, comme ça. Et il y a un brief. Ouais. Ouais. Mais donc c'est une autre approche. Moi je juge pas. Hein. C'est aussi d'autres volumes. Ils peuvent pas répondre à 30 000 personnes. Tu vois, c'est pas la même chose. Là on parle de 250 personnes. C'est déjà énorme. Et en même temps, c'est pas tant que ça. Donc voilà, ça reste toujours à échelle où tu peux encore répondre aux mails. Et puis c'est ça. C'est aussi le but, c'est de se créer vraiment de nourrir cette communauté dans le sens positif du terme. Et puis c'est pas seulement de profiter d'eux, on a tenu compte aussi de leur avis. Il y a eu des choix qui ont été faits sur les couleurs des aiguilles, sur le logo, il y a des gens qui voulaient pas. Donc je crois qu'il y en a 15 montres qui partent sans logo. Ouais. Il y en a qui n'auront pas la date, le cadran, il y aura la date dessous mais pas sur le cadran. D'accord. Il y en a qui nous ont demandé des changements. On a dit ok, donc on a essayé de faire au mieux, quoi. Chaque montre est presque unique, quoi. Donc ça c'est un des maîtres mots, c'est que finalement c'est des termes un peu modernes là, mais tu es en mode agile en fait, c'est-à-dire que tu t'adaptes assez continuellement. Ouais. Et puis c'est ce qui permet d'avoir un engagement qui est fort de la communauté. Pour ceux qui n'ont pas lu la méthode de Google, je vous conseille vraiment de le lire. Je vous mettrai un petit lien en dessous sous la vidéo, où il parle justement de cette méthode-là qui aujourd'hui qui rend désuet toutes les autres méthodes précédentes et qui fait qu'aujourd'hui on construit en fonction du client et on n'essaie pas d'imposer des choix spécifiques aux clients. Ça permet justement de faire évoluer le produit de manière super intéressante. Oui, puis dans le bon sens. Dans le sens de... Si tu as 230 personnes qui te disent le vert c'est pas bon, peut-être tu fais pas vert ou jaune. Peut-être tu voulais faire jaune. Ouais. Non, mais tu vois, il y a des couleurs qui sont assez réputées pour pas fonctionner aussi. Ouais. Tu sais déjà de pas les proposer. Donc pour résumer, surtout pour les personnes qui imaginent qu'un crowdfunding ça se fait juste sur une plateforme de crowdfunding, donc ça c'est une énorme erreur. Ça se lance sur une plateforme de crowdfunding, mais ça se pré-lance déjà sur les réseaux sociaux. Ah oui, et puis après maîtriser l'anglais, c'est des choses toutes bêtes. Hein. C'est maîtriser l'anglais. Il y a des règles assez strictes quand même, hein, parce que tu vends un produit que les gens vont acheter, donc ils ne doivent pas être floués sur ce qu'ils ont vu et ce qu'ils vont acheter. Et puis, il y a une vraie organisation. Il y a des projets horlogers qu'on a vus, des amis à nous qui sont venus nous voir et qui nous ont présenté leurs trucs. Et on s'est dit, mais les gars, faut vraiment pas tenir compte du fait que tu penses que ton objet est génial et que ça va marcher. Il faut aller un peu plus loin que ça. Il y a vraiment un aspect se rendre visible, que les gens te voient pour pouvoir le vendre. À la fin de compte, c'est quand même une vente. Hein, ça reste une vente. Donc, même si c'est fait avant, ça reste. Voilà. Il faut vraiment avoir ça en tête et se focusser sur l'aspect communautaire, nourrir les gens. Nous, on a fait, on a dû faire une quinzaine de vidéos, un truc de fou, quoi. Okay. Des sketchs, des updates, ils appellent ça. Donc on en a fait je sais pas combien, où tu tiens chaque 2 jours, chaque jour, tu fais un update, quoi. Tu tiens informé sur le. Ça c'est ton équipe de production qui t'a encoragé là-dedans. Tu avais genre un community manager qui disait la limite aujourd'hui. Non, alors nous on a fait tout nous. Il y avait Philippe, il y avait son frère Thomas qui a une entreprise de technologie AIM SA à Nyon. Et son associé Philippe aussi, qui nous a beaucoup aidé, parce que lui, il est langue maternelle anglaise, et c'est eux aussi qui s'occupent de la production. Donc Philippe et Thomas, en termes de la production, ils ont vraiment joué le jeu, quoi. Ils ont dit, les gars, on va vous aider jusqu'au bout, et puis après, en espérant que ça va se formaliser sur une commande. Mais, je veux dire, ils avaient ça en tête, très loin dans leur tête. Ils ont dit, on va vous aider, on croit au projet, c'est top, et puis on y va, quoi. Donc c'était vraiment, il faut avoir une carte en jeu. Moi je dis, si on se lance sur un Kickstarter, d'avoir juste l'objet comme ça, de se dire ça c'est top, je vais faire quelque chose. Non, il faut peut-être avoir. Nous on savait qu'on avait la production qui allait pouvoir nous faire des montres comme on le voulait, et puis avoir une vraie produit horloger. Parce que moi j'ai dit à Philippe, moi je vais pas aller sur un truc, vendre un truc à 2 francs 6 sous, c'est un choix, parce qu'il y a beaucoup de projets Kickstarter horlogers à 200 ou 100 francs qui marchent super bien.
Mais nous, on avait vraiment ce parti pris de se dire on veut une montre, un produit horloger. Moi, si j'ai un journaliste spécialisé en horloger qui me demande qui me pose des questions sur ce moment, je veux pouvoir lui répondre et être cohérent avec moi-même, quoi. Alors voilà, c'était le parti pris. Et je pense si on se lance une campagne comme ça, il faut quelqu'un. Et typiquement, ce qui nous aurait peut-être manqué, mais pas forcément parce que Thomas était très bon dans tout ce qui est réseaux sociaux, comment diffuser sur Facebook, parce qu'il y a des règles quand même. Oui. Il y a quand même des règles qu'on ne dit pas, mais il y a quand même 2-3 choses qu'on peut faire et pas faire. Il faut le faire bien à des heures précises, tenir compte des décalages. Voilà, donc, et je pense que si un dans l'équipe n'a pas une compétence comme ça, c'est chaud, quoi. S'il y a juste la compétence de faire la tasse et puis de penser que c'est la meilleure, non. Je pense que c'est une grosse équipe. En fin de compte, on peut estimer que l'équipe Montfort qui s'est présentée au Kickstarter, on était une quinzaine, quoi. À compétences diverses, quoi. Tu vois, donc ça fait une grosse équipe, quoi. Et ces gens, on les payait si on pouvait ou on s'arrangeait avec eux, quoi. Ouais. En termes d'investissement en temps pour la préparation, pour un projet comme ça, donc en gros, toi tu cherches 80 000 francs, ouais. Tu as une idée de montre, des dessins, quelques partenaires qui sont organisés, prêts à starter comme ça, ouais. Et là ça va te coûter du temps, donc de l'investissement, et de l'argent. Tu chiffres ça à combien? Et de l'argent en plus. Alors nous on l'a chiffré à peu près à 35 000 francs. Ouais. 35 000. Ouais, okay. Parce que d'un coup il y a plein de petits sous qui partent à gauche, à droite. Déjà les déplacements, payer ou moins la matière, c'est-à-dire les boîtes, les aiguilles, les bracelets, le packaging. Ça se paye, même si on paye pas, on payait que ce qu'on produisait, mais ça se paye. Les repas invités, parce que les gens qui bossaient pour nous, on essayait quand même d'être fair, donc on les invitait resto, il y a eu des soirées où ça coûtait cher, voilà. Resto par-ci, par-là, ouais. Oui, non, mais voilà, donc ça il faut tenir compte aussi de ça. Il y a des choses qui se payent aussi sur internet. On a fait des choix aussi où on fait nos expériences, hein. Maintenant il y a tout ce système qui est mis en place pour Kickstarter. Un univers qu'on a découvert, c'est les blogueurs. C'est-à-dire que il y a vraiment des stars dans l'univers de la montre, il y a vraiment des stars. Alors les gars, on les a contactés quelques-uns. Il y en a en Suisse déjà quelques-uns. Il y en a en Suisse, ouais. Il y en a en Suisse, mais ceux-là on les a rencontrés plus tard, malheureusement. Ouais. On s'est d'abord adressé à quelques stars. 20 ans plus tard, on dit. Non, normalement c'est. La Suisse, elle a 20 ans de retard. Non, mais là, moi j'ai trouvé que justement c'est ça le truc, c'est qu'en Suisse on a vraiment un savoir-faire juste incroyable, quoi. Ouais. Je veux pas, mais c'est vrai que moi je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui faisaient pas mal de choses, toi y compris, hein, c'est ce qu'on se disait en amont. Ouais. Il y a pas mal de gens qui ont des compétences complètement incroyables et qu'on sait pas, ou alors qu'on lance un projet comme ça, d'un coup ça nous ouvre les yeux sur certaines choses. Et c'est vrai que les blogueurs, alors là c'est payant, et c'est assez cher, hein, c'est entre 1500 et 2500 francs. Un article. C'est ça. Ouais, ou Instagram, 3 photos. On a eu des trucs mieux où il y a eu beaucoup de retours. On a eu, par exemple, on avait fait avec des Américains, ça c'était rigolo. Ils nous avaient fait 4 photos Instagram, et puis on a eu 2 ventes, quoi. Donc il y a des choses, des belles histoires comme ça qui se passent. Puis il y a des trucs où tu n'as aucune maîtrise parce que tu sais pas comment t'es dilué. Et puis nous, on s'est rendu compte qu'en fait, il fallait pas qu'on soit présent dans les médias horlogers parce qu'il n'y avait aucun sens. On est une petite marque, on n'est pas connu. Et il y a entre 600 et 1000 marques de montres actuellement. Quel est l'intérêt pour nous d'aller diluer dans un blog de montres où le gars il fait un article chaque heure et d'un coup ton article est là et boum. Donc il a fallu aussi comprendre comment ça fonctionnait. Nous on sait qu'on peut être, on a été présent dans le Nouvelliste par exemple. Et puis on a fait des ventes, quoi. Et puis au-delà de ça, je pense que l'histoire est assez sympa. Et puis on n'est pas obligé on est un produit horloger, c'est clair, mais on est aussi un produit, on est un bijou homme. On peut être présent dans plusieurs choses, plusieurs univers. Et ça, je pense que ça a le même effet, quoi. Donc voilà, pour ceux qui pensent que c'est impossible de vendre des montres si on n'a pas 800 ans d'histoire, c'est faux. On peut vendre plein de montres. On peut vendre des montres, ouais. Avec 9 mois d'histoire, 6 mois d'histoire. Ouais. Et puis beaucoup d'huile de coude. Alors vraiment énormément d'investissement personnel. Ouais. Mais puis il faut être passionné. Mais ça, je pense que quand on fait des choses comme ça, on rencontre que des gens passionnés. Moi, Philippe, mon associé, c'est un fou furieux dans le bon sens du terme. C'est quelqu'un qui, une fois qu'il est parti là-dedans, il a dit mais là on y va à fond, quoi. C'est aussi ça, trouver les gens, je dirais trouver les bons partenaires. C'est peut-être le plus dur, ouais. Trouver les gens. Nous, ça s'est vite mis en place. Ouais. Malheureusement, je t'ai pas chopé avant le projet parce que je pense que tu aurais eu aussi une place. Là j'aurais bien. Je pense que dans cette configuration-là, je pense qu'il y aurait eu moyen. Ouais, mais ça c'est sûr. Et c'est vrai que maintenant, pour la suivante.
Pour la suivante, ouais. Alors, mais la suivante, elle est encore là parce qu'on est en plein dedans, quoi. Maintenant, on est un peu dans le plus dur, si tu veux, dans tout ce Kickstarter. On a été très visible. C'est aussi plus facile quand tu lances une campagne Kickstarter que tu as réussi, parce que ça, c'est aussi les journalistes. Le problème, c'est que les journalistes, ils vont pas te dire, nous, on va te faire un article sur ta montre. Elle n'existe pas. Tu vois, tu lui expliques le concept. Déjà en Suisse, quand tu dis aux gens, on va faire un truc participatif, les gens disent, vous n'avez pas d'argent, oh les pauvres. Et le côté où tu dis non, mais nous on veut valider un projet, et puis c'est de la vente. Nous, les 250 personnes, comment on les aurait trouvées différemment, tu vois. C'est la méthodologie de se dire on emprunte 1 million à une banque, on fait la montre, on fait le packaging, puis d'un coup, paf, on s'assied, puis on dit maintenant on va la vendre. Ça, c'était il y a 50 ans. Maintenant, je pense qu'il faut être avec son temps. Et puis, là, comme on en a parlé avant, là, les gens consomment de manière différente. On a vu aussi que les gens, c'était plus que des amateurs de montres, c'était des amateurs avertis. C'est-à-dire que les gars, quand tu leur parles d'un mouvement, le Sellita SV200, avec Wikipédia, avec plein d'autres trucs, ils vont se renseigner, ils te posent des questions, tu te dis mais c'est quel mouvement, c'est quelle finition. Donc il y a tout cet aspect où maintenant c'est que tu inities les gens dans les technologies, dans les méthodologies de fabrication, ils s'impliquent. Ouais, nous on a vu qu'il y en avait un qui nous suivait un petit peu au début, il posait des questions un peu un peu légères comme ça, puis après au fil du truc il s'est renseigné. Le durcissement, ça veut dire quoi, je le gratte pas. On a dû faire des vidéos avec un cutter pour montrer que avec le cutter ça allait. Si elle n'est pas incassable ou inrayable, j'ai ma tante, et on était à la soirée, et puis je lui ai dit c'est inrayable, elle a pris son diamant, puis elle a fait évidemment, oui. Alors là c'est voilà, donc ça faut pas faire, faut un pas petit faire. peu de culture générale, donc les duretés, c'est quoi, l'échelle de Mohs? Vickers. Ouais. Mohs, c'est quoi? C'est peut-être pareil alors. Ouais. Il me semblait que c'était l'échelle de dureté, c'était l'échelle de Mohs. Mais nous on est à peu près à 1500 le Vickers. Il est à 10, le diamant. Ouais, il est à beaucoup. Ouais. Voilà. Ça, c'est juste, il te raye tout. Voilà, donc tu peux rayer un verre irradiable avec un diamant, bien sûr, puis même un acier. Donc là, c'était. Enfin voilà, mais c'est aussi le côté fun où on se dit, c'est aussi de comprendre que tu veux pas dire n'importe quoi. On parlait de ça quand tu parles à une caméra, que tu dis des chiffres, des choses. Là, le coup du Vickers, c'est du Ohms. Les gens vont se dire, attends, ils parlent de quoi les deux là? Je vais me renseigner. Donc renseignez-vous et tenez-nous informés. Voilà, mais participez, mettez des commentaires, toujours. C'est super intéressant de participer à la suite d'une vidéo. Donc c'est pour ça que tu apprends beaucoup, parce que nous il y a des gens, et puis il y a des gens qui le font. Alors on a eu très peu de gens qui te cassent. Moi j'ai mon associé qui a un hôtel, et il me dit lui les remarques qu'il a souvent, c'est des gens sur un détail, ils vont te casser ton truc. Tu vois, il me dit ça m'énerve, parce qu'un hôtel tu dois être... son truc il est super clean tout, mais il dit mais j'ai toujours des commentaires où le gars il a repéré un truc, une poussière, et bam il le casse. Et il dit c'est chaud quoi. Parce que nous, sur notre truc Kickstarter, les gens étaient super positifs. Vraiment, toujours, c'était assez constructif, où les gens te proposaient quelque chose, tu y adhères ou pas, et puis après, il y a une espèce de blog sur ta page, donc tout le monde voit les commentaires. Voilà, il y en a même ça que je demandais. Alors ça, c'est super intéressant. Super interactif. Ah oui, et puis il y en a un qui a joué le jeu, c'était presque notre... on se demandait si ce gars, c'était un de nous qui était, je sais pas, Magic, truc. Qui répond pour vous, bien. Qui répondait pour vous, parce qu'il a dit, mais attendez, les gars, ils sont super occupés, on a vu sur Facebook, ils sont au Montfort. Je m'occupe de tout, j'ai toutes les informations. Oui, parce qu'à un moment, là, il y a des gens qui disaient, mais alors c'est con qu'on ait délivré, c'est con qu'on reçoit nos montres. Puis lui, il répondait, il disait, putain, les gars, ils sont là, vous avez vu, ils ont envoyé les photos des bracelets, ils ont su les bracelets, ils ont su les mouvements, faut être cool. Et puis il répondait même à des questions assez techniques, quoi. Donc moi, j'ai trouvé ça génial, quoi. Moi, j'ai trouvé que c'était ce côté que j'aime bien, où qu'on rencontre des gens, c'est comme si tu rencontrais une personne, mais en fait, il y a plein de gens. Puis tu as un vrai discours sur quelque chose de concret qui est le produit, et puis tu avances là-dessus, quoi. Ok. Alors, dans les erreurs, toi, que tu conseillerais de ne pas commettre? Ne jamais se lancer dans un projet Kickstarter. Voilà ce que je conseille. Enfin, non, si tu tiens à ta famille. Ouais, alors ça, c'est des choses. Non, mais c'est des choses que tu as. Surtout si tu as un job à côté. Ah parce oui, que toi, non, mais la famille. Super chargée. Ma femme, là, elle a été super cool. Et je pense la femme de Philippe aussi, toutes nos femmes respectives, parce que. Ouais, donc gros cadeau à la fin, une montre. Ouais, une montre. Alors ouais, il faudra plus qu'une montre, je pense, mais non, mais c'est beaucoup de temps. C'est vraiment une machine. Le Kickstarter, c'est au début tu dis c'est cool, tu remplis un formulaire, tu dis ok c'est parti. Après tu vas avoir des projets. Moi je fonctionne assez comme ça, j'aime bien voir ce que font les autres, sans copier, mais vraiment pour s'inspirer. Il faut absolument s'inspirer. Et j'ai toujours l'idée de me dire lui il a fait ça, on va essayer de faire un peu mieux. Et puis Philippe et Thomas et l'autre Philippe, c'est vraiment des pointus quoi.
Donc quand je dis pointu, c'est-à-dire si l'anglais est pas bon, on refait. Si la prise de vue est pas bonne, et Alex de Société Écran et Olivier pareil. Donc on a été assez loin, on a été le plus loin qu'on pouvait. Le choix de la musique sur les vidéos, ça nous a pris des fois 2 jours pour plugger tu vois. Et c'est vrai qu'en termes de temps, c'était de la folie pure et simple. C'est 7 jours sur 7 quoi. 2 jours pour le choix de la musique. Ouais. Donc combien de jours pour tout le projet? Mais voilà. Donc et puis c'est ta date, elle file. Le 17 novembre, ça avance. Et toi, tu es toujours en train dans le détail. On a joué avec les dates. C'était un truc de furieux quoi. Un jour avant le lancement du Kickstarter, on voulait faire boum sur le bouton rouge. Kickstarter nous dit ah non, votre projet n'est pas valide. Trop d'images de synthèse. C'est toujours lié à cette notion de pas flouer le client final, puis de dire que tu vas lui donner un produit. Donc il y a des mecs vivants. Je pense que c'est plutôt un programme. D'après nous, c'est un programme qui te scanne parce que tu envoies Mais qui arrive à analyser si c'est une image de synthèse ou une vraie photographie. Ouais. Moi, je pense que ça, c'est un autre sujet. Kickstarter, respect. Ouais. Non, c'est ce qu'on nous a un peu dit. On nous a dit, c'est simple. On a envoyé notre dossier et puis a priori, parce que la réponse était assez automatique aussi. Donc on s'est dit, bon, on va pas trop se stresser, même si on s'est beaucoup stressé, parce que le lendemain, on avait une fête avec 120 personnes qui arrivaient. Donc on a dit, si on peut pas ouvrir les ventes. Tu vois, pour lancer un peu ce projet, on savait que les amis allaient jouer le jeu, moi, ma famille, tout ça. On était un peu mal, donc on a dû refaire 2-3 trucs. Donc tout le temps, ça a été comme ça. C'est comme l'event au Montfort, il y avait une tempête de pas possible. Carole de Téléverbier, qui est la directrice des remontées mécaniques de Téléverbier, nous a ouvert les portes. Elle dit écoutez les gars, moi je vous ouvre la benne, on y va. Elle nous a prêté des motoneiges. Tout se fait un peu, c'est tout le temps à l'arrache quoi. Je pense que moi j'ai jamais réussi à fonctionner avec un truc bien établi parce que tu perds peut-être cette spontanéité. Voilà. Et puis c'est hyper vivant. Ah oui, et puis notre ambassadeur Christian Constantin qui est arrivé au Montfort avec des mocassins, on a dit qu'on allait skier, après il était déçu parce que lui il est arrivé comme ça, il dit on a changé le plan parce qu'il n'y avait pas assez de place sur les motoneiges. Donc... Et ça avance comme ça, et je pense que c'est ce qui fait aussi un peu ce côté. Et Kickstarter, c'était vraiment ça. Tous les jours étaient une nouvelle truc. Que ce soit la production de dire les gars, le photographe il est là, elles sont où les montres? Elles sont pas là, elles sont encore à Delémont. Ok, bon alors comment on fait? On va faire des photos de vous. Ok, on fait des photos. Et il faut chaque fois. Tu t'improvises. Et ça, je pense que c'est une super école, parce que ça, si je veux dire, pour vous lancer dans un projet comme ça, un projet Kickstarter, je pense que c'est une super école. Parce que c'est vraiment, tu passes de la super idée à ça veut dire ça, faire une marque de chaussures, une marque de montres. Parce qu'après, tu produis une pièce que tu dois livrer à des gens. C'est pas juste des potes, quoi. C'est vraiment, il faut produire 400 pièces, les mettre dans un packaging, les frais de douane, comment on fait, les taxes, on se renseigne, il faut envoyer là-bas. Donc le packaging, il ne faut pas qu'il soit trop gros. Il y a toute une logistique quand même à un moment donné à mettre en place, à faire des accords avec ceux qui les cartes de paiement, pour pas les citer. Tu vois, il y a vraiment toute une logistique à mettre en place, et je pense que tout seul, ça je le ferai jamais du reste. Je pense qu'il faut être une équipe assez solide, et puis se mettre ça dans la tête que ça reste quand même un produit, ça reste professionnel, quoi. L'idée du départ elle est fun, mais après c'est quand même un produit qu'on va vendre sur un marché, quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Tu as des retours positifs, tu as des problèmes aussi avec le produit, ou comment ça Alors ça aussi, on est toujours là, on a eu des petits soucis avec les aiguilles par exemple. On a eu des aiguilles qui n'étaient pas comme on voulait, donc tu commandes 300 aiguilles, elles ne sont pas comme tu veux, donc il faut rappeler la personne. On a eu des problèmes, mais tout se règle, je veux dire, c'est juste une question de timing après, quoi. Ouais, voilà. On s'est rendu compte, on avait aussi 2 semaines, on aura 3 semaines de retard sur la date de livraison des pièces. Ouais. Donc tu informes ta communauté, les gens ils comprennent, parce que tu expliques, tu dis la vérité, tu dis nous ça c'est bloqué là, parce que les joints... pas des fumistes, mais... les joints entre la glace et la carrure, ils devaient être blancs, ils sont noirs, ça joue pas. C'est comme je dis, un projet horloger ou n'importe quel projet, mais l'horloger en tout cas c'est sûr, c'est qu'en fin de compte il y a beaucoup d'intervenants. Et puis que tous les intervenants tirent sur la même corde, que ça se passe au bon moment, que tout se passe bien et en même timing, c'est assez compliqué, quoi. Ouais. C'est pas que des gens veulent pas faire ou pas, mais c'est que c'est vraiment c'est humain, quoi. Peut-être que lui, le jour-là, il était malade, pas bien, il a pas pu faire le truc, et puis ainsi de suite. Puis ça met un peu le retard. C'est comme quand vous construisez une maison. Si l'électricien passe pas avant le peintre, ça marche pas, quoi. Donc là, on a aussi eu des cas où voilà, mais sinon dans l'ensemble, ça c'est bien, ça se finit bien parce qu'on a quand même créé cette marque de montre. On va lancer une production de 400 pièces et puis on a déjà une communauté. Maintenant on est dans le dur, c'est-à-dire qu'on est il faut vendre la montre. On est vraiment maintenant, on est un peu comme ça, et puis on est toujours quand même
un peu liés par Kickstarter parce qu'on fait encore, on a encore cette communauté qu'on active, donc ça reste quoi. C'est un truc qui tu peux pas enlever, ça c'est assez sympa. Ouais, donc tout à l'heure on montrera quelques images de la campagne et puis je mettrai les liens naturellement en dessous parce qu'après elle est censée, à un moment donné tu t'éteins la page quand même. Bah je sais pas, ça c'est la bonne question. Ça, parce que c'est un super historique vu que les gens peuvent relire tout ce qui s'est passé, c'est ultra efficace comme machin. Et puis on a remarqué que les gens ont de la peine à nous répondre via notre contact @montfort. Ils tapent sur la page. Ouais, ils tapent sur la page. Ouais. Et toi t'es notifié, et toi tu retournes et sur voilà, la page. Et tu retournes sur la page. Il y a les commentaires Kickstarter. Et il y a toujours, moi j'ai toujours deux mailings. J'ai le mail commentaire sur Kickstarter, donc je reviens là-bas, je les garde. Et c'est vrai qu'il y aura un passage obligatoire où les gens vont se dire bon bah c'est vrai que cette idée de se dire c'est une marque de montre à part entière quoi. Ouais. On a vu au terme de prix aussi, les gens nous demandent encore maintenant de faire le prix Kickstarter qui était à moins 50%, donc c'est chaud. On dit ouais mais maintenant on doit vendre des montres, sinon c'est compliqué d'expliquer. Et c'est vrai que c'est peut-être moins fun pour certaines personnes, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui trouvent ça dingue que ça sort de terre comme ça et puis que ça soit concret, réel et qu'il y ait un vrai produit quoi. Alors pour moi j'ai une question maintenant qui m'intéresse et je pense que vous aussi. Donc on parle quand même d'un gros chaos horloger donc sur les montres qui sont dites classiques mécaniques. Alors évidemment pas le tout haut de gamme, d'après ce que j'ai entendu le méga haut de gamme ça va il y a de tout, parce que voilà il y a toujours une clientèle spéciale pour ça, mais disons que le courant de gamme, donc des montres, après je sais pas, toi tu connais mieux le milieu, mais entre je sais pas 2000 et 10 000. Ouais, c'est plus compliqué. Ça a priori, c'est plus compliqué. Donc toi, tu penses. Alors, qu'est-ce que tu penses justement de la situation horlogère, les méthodologies aujourd'hui de vente, et puis éventuellement, qu'est-ce que tu conseilles de faire aux horlogers qui sont de cette catégorie de montres? Alors moi, conseiller les horlogers ou les marques, je ne me permettrai pas de le faire parce que je suis peut-être trop suisse, trop humble, je ne sais pas. Mais par contre, c'est vrai que moi, j'ai vécu ce changement via mon Kickstarter, qui pour moi, c'était la deuxième fois qu'on m'approchait pour un Kickstarter comme ça. Et puis c'est vrai que je me suis dit c'est barjot, ça marchera jamais. Et puis le fait est que non, ça marche. Il y a plein de marques. Alors la vraie question concernant les Kickstarter, les projets horlogers Kickstarter, c'est de pérenniser tout ça. Comment on va faire pour pérenniser, pour s'inscrire dans le temps, et puis dans 10 ans est-ce que la marque existera toujours? Mais n'empêche que les moyens mis en place pour que ça marche, ils sont innovants. Ils sont différents, c'est pour ça que nous on s'appelle Time to Innovate, parce que je pense que Montfort c'est aussi d'être une marque qui naît sur un réseau social, c'est génial quoi, et puis tout ce qui va avec. Et je pense que les grands groupes et les marques de ces grands groupes n'ont pas peut-être pris ce virage assez tôt. Je pense qu'un Biver le fait très bien. Lui, il a tout de suite compris la possibilité et l'écoute que pourrait avoir un réseau social comme Facebook pour sa marque et pour les autres marques qu'il a dans son groupe. Donc, à ta connaissance, il n'utilise pas le crowdfunding, lui. Il produit parce que c'est vraiment une marque qui est implantée, mais lui, il sait que tout ce qui est que le marketing est super important et il l'utilise à fond. Il sort un modèle spécifique différent chaque mois, quasi, lié à un event ou une collaboration, et puis il le diffuse. Je pense que la notion qu'on n'a peut-être pas abordée et qui est super importante pour moi, pour vendre des montres, je pense que c'est bien de s'associer aussi avec quelque chose, soit un event, soit une personnalité, et de se dire tiens, si toi tu as 450 000 followers ou un truc un peu spécial ou tu fais quelque chose de différent, moi, Montfort, je vais venir avec toi. Et puis si ça match, les gens vont voir ma montre et les gens de ma montre vont voir ton... Et ça, je pense que ça marche très très bien. Ça, Omega le fait et Rolex depuis la nuit des temps, avec justement des événements des ambassadeurs, des choses comme ça. La traversée de la Manche sous l'eau sans scaphandre. Voilà, ouais. Alors nous, Philippe, il veut pas faire la traversée du lac. Il a dit non, je le fais pas. Ah ouais, dommage. Mais je veux dire, ça c'est important. Il pourrait être sponsorisé par Red Bull, par exemple. Mais exactement. Après, il y a aussi un aspect, on ne veut pas rentrer dans les vidéos virales qui pourraient être super intéressantes pour nous, où peut-être tu te balades tout nu avec la montre, voilà, je sais pas. Sans trampoline. Mais par contre, on sait que ça va passer comme ça. De te dire notre produit il peut se vendre tout seul, ça c'est une grosse bêtise. Et je reviens à Biver parce que lui, ça, il a vraiment compris. Il faut associer quelque chose à quelqu'un. Et je pense que les marques qui ont un certain prestige se disent ah mais nous, c'est bon. On sait qui on est bien, on est là depuis 600 ans et maintenant ils font ce virage de se dire ah oui, au début tout le monde il y a 5 ans disait ah non, on vendra jamais, on fera jamais de e-shop, c'est pas possible. Et maintenant ils y viennent tous quoi, parce que et ça vend du malade sur internet. Et puis le problème, moi je pense qu'ils ont deux problèmes, c'est que en faisant du e-shop ils renient un peu, enfin sans renier, mais ils ont un problème avec leurs détaillants quoi, et leurs distributeurs. Parce que si tu fais des actions sur ton e-shop et puis que ton distributeur n'a pas les mêmes possibilités, avantages,
l'image, et ben c'est très compliqué. C'est aussi ce qui maintenant, je pense qu'il y a vraiment le nerf de la guerre actuelle du marché horloger, c'est de comment vendre des montres, comment réutiliser son réseau de détaillants, parce que il a été surstocké, plein de stocks, on lui a imposé aussi des quantités à acheter. Et je pense que c'est de se réinventer aussi un peu à ce niveau-là, de se dire comment on pourrait dire aux gens, oui, vous n'êtes plus des vaches à lait, et puis on vous propose un produit, voilà, et puis de créer le tease toujours, parce qu'il y a ça aussi, un cycle de vie. Nous, nos montres, on sait qu'on aurait un cycle de vie sur un produit de 6 mois, et puis après il faut refaire un autre produit, d'où les collaborations. Là on a fait pour la Coupe Suisse de football, que toi je sais que tu es un grand fan de football, Greg, on a fait une montre spéciale, voilà, ça c'est tout, c'est lié à ça. On a fait pour le Black Friday, on a fait un modèle spécial, et puis maintenant on sait que sur notre calendrier on a à peu près 10 montres qu'on va faire comme ça, en petite série, parce que les gens c'est ce qu'ils aiment, lier, essayer de toucher un peu aussi l'émotionnel des gens. Il n'y a pas que le produit, se dire moi j'adhère au gars qui fait du freeride sur une montagne, je trouve ça top, la montre me plaît, puis l'histoire me plaît, donc je prends cette montre là. Et je pense que les marques horlogères suisses doivent peut-être se réinventer à ce niveau là, être plus proches aussi des clients, et puis tenir compte aussi un peu plus des avis. Bon, c'est compliqué après, s'il y a 10 000 avis, c'est difficile de tenir compte. Mais je dirais de plus aussi être sur Facebook, Instagram, Twitter et tous ces réseaux où les marques ne sont pas encore super présentes. Je dis encore une fois, il y en a qui jouent bien avec ça. Il y a Moser & là qui fait des trucs et ça marche, qui font un peu des buzz. Ils ont fait une montre en forme de fromage avec du fromage dedans. Ah oui. Ils ont fait des trucs comme ça. Fromage fossilisé, j'espère. Pas que... Non, vraiment du fromage. Elle pue vraiment, quoi. Je n'ai pas été jusque là, mais voilà. Et ils ont compris cette force de se dire, nous, via des messages, des choses comme ça, on peut faire parler de nous, quoi. C'est une nouvelle façon de faire parler de soi. Maintenant, de faire une page à 35 000 francs dans un magazine de montres, ça sert plus à grand chose, je pense. Donc ça c'est pour la manière, mais sur l'objet lui-même, sur la montre à aiguille classique, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu dirais qu'il faut évoluer aussi vers l'électronique, ou est-ce que les montres classiques, est-ce qu'elles sont pas destinées à devenir un peu comme les montres Gousset, c'est-à-dire un truc exceptionnel, rétro pour des nouvelles modes futures qui machin, ou est-ce que ça c'est mon avis perso. Non, moi je pense que la montre mécanique a toujours une place. Ça c'est sûr, parce que c'est quand même un objet Maintenant, je veux dire, avec mon Natel, on fait tout ce qu'on veut. Une montre électronique, c'est un peu comme notre Natel, sauf qu'il est au poignet. Donc moi j'ai toujours quand même ce côté. Moi je trouve que y a une marque américaine basée en Californie qui fait ça très très bien. Et je crois que ça se passe bien pour eux. C'est vrai, ce qu'on n'a pas vu venir par contre, c'est de se dire qu'ils allaient prendre des parts de marché. Les gens ont dit non, ça c'est les montres connectées, ça va pas nous prendre de marché. Mais je veux dire, moi je vois quand je me balade des fois ici ou à l'étranger, il y a beaucoup de 25, 35 ans, 40 ans qu'on se montre là. Et ils n'ont pas une autre montre. Donc ça a pris quand même beaucoup de parts de marché. Je pense que les gens font aussi plus attention à leur santé. Et c'est vrai que ces montres-là, elles donnent une autre approche du healthy, être bien, faire du sport. Mais la montre mécanique, je pense, a vraiment un avenir. Il faut juste remettre un peu l'église au milieu du village, puis peut-être expliquer pourquoi c'est pas la même montre. Une montre connectée n'est pas une montre mécanique, et l'inverse aussi, quoi. Ok, bien communiquer sur ce détail. Ouais. Et puis je pense que tout peut cohabiter. Après, on a été un peu, il y a beaucoup de choix, quoi. C'est ça. Moi, je pense qu'il y a de bien actuellement pour le client final, c'est qu'il y a du choix, quoi. Et que je pense qu'il ne faut pas se dire ça c'est pas bien, ça c'est bien. Il faut juste cohabiter. C'est peut-être ce qu'on ne fait pas assez, le monde horloger, chez chacun pour soi. Et je pense qu'il y aurait moyen aussi pour faciliter peut-être 2-3 petites choses, de faire les choses un peu plus ensemble. C'est notamment en termes de salons. Là, on est sur des choses où en fait on a été à des salons qui étaient un peu. Il y avait une vingtaine de marques de montres. Et c'est pas de la vente. On met en relation les journalistes, les fournisseurs, puis on parle de tout et de rien. On échange, c'est du network, mais aussi on se rend compte des problématiques que sont les mêmes pour tous, quoi. Les voitures font ça très bien, elles ont des plateformes communes, ils fonctionnent assez comme ça. Pourquoi les montres, pour un peu passer cette crise qui est quand même assez là et assez présente, on ne ferait pas des choix un peu communs? Même au sein de certains groupes, ça ne marche pas, hein. Je veux dire, c'est le même groupe, mais ils n'échangent pas l'information. Donc, à l'heure de l'information qui est diffusée partout, c'est un peu presque un gros pas en arrière, de se dire on ne communique pas. Donc ouais, il y a ça. Moi je suis pas objectif, je suis un passionné des montres mécaniques. Je trouve que c'est tellement beau dans un tout petit élément comme ça. On a un tel savoir-faire en Suisse. Telle complexité, tellement de pièces. Et je trouve ça génial. Après, c'est vrai que on a tellement de discours toujours un peu similaires depuis 600 ans.
for the next generation. Je pense qu'il y a moyen de changer ce discours-là et puis de l'humaniser un peu plus et puis de se dire, ben oui, faites-vous plaisir, c'est comme un bon vin, c'est comme un bon cigare. Je pense que c'est vraiment, il y en a pour tout le monde, quoi. Mais c'est vrai que la montre connectée, moi je pense qu'elle a pris une grosse part de marché, ce que les gens n'avaient pas vu venir, et puis il faut en tenir compte, quoi. Après, de mélanger les deux, moi je suis pas un fan absolu de. Non, mais bon, effectivement, j'ai vu justement une personne hier qui avait une montre connectée à gauche et une montre mécanique à droite ou l'inverse. Voilà. Ouais. Et puis voilà, c'est une méthode aussi. Oui, je pense que. Il faudrait pas inventer beaucoup d'autres sortes de montres parce que après ça fait un peu. Ça compliqué, ouais. mais je pense qu'en effet, la montre connectée a un avenir. Et je pense qu'elle touche aussi une autre génération. Moi j'ai 40 ans, je vois, c'est ça. Mon frère a une montre connectée. Les enfants, les copains de classe de mon fils ont des montres connectées, donc on peut pas dire non, ça va. Non, c'est aussi, il faut vivre avec son temps, quoi. Mais même chez les hommes d'affaires, tu vois des hommes d'affaires avec des montres connectées de plus en plus dans les trains, etc. C'est vrai. Ouais. Non, je pense qu'il faut vivre avec son temps et clairement, ça va être un peu l'avenir aussi, quoi. Bon, je crois qu'on arrive un peu au bout. Ouais. C'est triste. On va bien parler de ça pendant encore plus longtemps. Mais moi, j'ai une chance, c'est que je le garde avec moi et je vais pouvoir encore le cuisiner pendant une demi-heure. Donc je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Pour ceux qui sont parvenus à rester jusqu'au bout de la vidéo, pour les autres tant pis. Et puis je vous souhaite de revenir dans les prochaines qui suivront sur des sujets encore plus passionnants, je l'espère. Alors merci Jérémy de t'être prêté à ce vraiment jeu-là. Un plaisir. Vraiment ça faisait longtemps que j'attendais. Ouais, ça faisait un petit moment qu'on essayait de se matcher. Ouais. Ok. Bon à tout bientôt.